Merci à nos quatre intervenants. Donc, je vais laisser la parole tout de suite, je crois, à Pascal Sassini pour introduire cette table ronde. Merci Mathieu. Effectivement, donc, ce référentiel de compétences, il a été imaginé de façon très collaborative avec un esprit, alors, est-ce que je vais dire renouveau ou nouveau? Je vais dire renouveau. Effectivement, on a parlé tout à l'heure dans la précédente session qu'il existait déjà des formations en santé numérique. Il existait en fait des formations qui accompagnaient tout le mouvement, je pense que certains d'entre vous s'en rappellent, sur le certificat de compétences informatiques Internet, le fameux C2I, qui était décliné dans ces métiers de la santé, métiers de l'ingénieur, etc. Là, vous l'avez compris, on est passé dans un autre paradigme, c'est-à-dire qu'on parle de formation d'abord et puis ensuite de certification. Donc, je veux dire qu'on a remis la charrue, du moins les bœufs devant la charrue. Alors, ce référentiel de compétences, je ne vais pas vous l'annoncer, vous l'avez devant vous, enfin j'espère en tout cas, il était dans la réponse à l'appel d'offres. En fait, les 5 mots-clés de ce référentiel, ce sont d'abord tout ce qui concerne la donnée. Et je pense qu'en vous citant ces mots, vous allez évoquer, je pense, chacun d'entre vous, finalement, eh bien, notre quotidien d'il y a 5-6 ans, finalement, avec l'apparition de toutes ces problématiques de partage des données. Ensuite, il y a les aspects de sécurité. On a vu combien c'était important désormais de pouvoir maîtriser, en tout cas connaître les éléments liés à la maîtrise de ces environnements. Alors, on n'est pas malheureusement exempt de problèmes, mais en tout cas comprendre les mécaniques. Et ça, c'est extrêmement important. Le troisième concerne la communication et au-delà de la communication entre professionnels de santé, il y a maintenant la communication avec le patient. Je pense que certains d'entre vous ont tous vécu le démarrage du Covid en téléconsultation. Et puis, pour citer un exemple qui m'est proche, eh bien, finalement, les patients se retrouvaient devant le médecin sans pour autant que le médecin ait pu valider une quelconque adresse email et envoyer l'ordonnance à la fin de la consultation. Ce sont des choses qui sont passées. Je ne pense pas, entre guillemets, surprendre beaucoup d'entre vous. Le quatrième volet, c'est tout ce qui est outils. Alors, ces outils, il y a, allez, on va dire 15 ans, n'est-ce pas Brigitte? C'était essentiellement lié, Elisette Cazalet, c'était essentiellement lié à l'émergence du dossier patient informatisé. Et puis, eh bien, sont arrivés ces fameux objets qui servent beaucoup à nos patients désormais et qui servent peut-être moins bien aux professionnels qui a toujours un petit peu de mal d'intégrer tout ce suivi. Donc, l'usage de ces outils. Et puis, si je devais dire de renouveau, en fait, ces 4 thèmes ont été complètement repensés par rapport donc, à ce référentiel qui existait à cette époque avec des vocabulaires beaucoup plus empoulés qu'ils ne sont maintenant, beaucoup plus pragmatiques maintenant. Et puis, on a rajouté quelque chose qui finalement s'est imposé de lui-même, c'est tout ce qui est non pas télémédecine, puisque c'est une des parties de ce que l'on appelle désormais la télésanté, les téléactivités en santé. Et donc, à l'intérieur de ces 5 grands chapitres, il y a une déclinaison. Et cette déclinaison, et je crois que c'est important, je parle sous le contrôle de Mathieu Faure, c'est effectivement de pouvoir se dire qu'elles vont pouvoir être améliorées. Et donc, quand on parle de pérennisation de ces formations, c'est aussi la pérennisation de ce référentiel. Parce que derrière, si on tire les leçons du passé, eh bien, le référentiel du C2I est resté le même pendant 15 ans et n'a pas, entre guillemets, été soutenu par une quelconque approche, ne serait-ce que locale. En tout cas, bien sûr, chacun d'entre nous y a mis des choses actuelles, mais globalement, il n'avait pas bougé. Et je crois que c'est important d'avoir cette lecture-là. C'est quelque chose qui, pour moi, en tant qu'enseignant d'informatique de santé, mobilisé il y a 15 ans sur le référentiel du C2I, donc je disais à François Coureau que je faisais partie des dinosaures, donc il y a la fin des dinosaures sur la planète. Pour autant, je pense que derrière, je ne sais pas si on va passer du ptérodactyle au petit colibri, mais en tout cas, on est bien dans cette logique finalement d'une réappropriation par l'ensemble des acteurs du processus de soins. Et ça, je crois que c'est
extrêmement important. Un patient qui sort de l'hôpital va être pris dans le secteur social à partir d'un certain âge, ou même, j'oserais dire, même s'il est en activité. Et en fait, on comprend maintenant que ce référentiel a toute sa place en fait, dans cette logique des relations entre le professionnel, le patient, au service du parcours de soins, et imaginer finalement la couronne numérique. Le numérique n'est pas au centre de tout cela. Ce qui est au centre, ce sont les acteurs, les professionnels de terrain. Par contre, le numérique, on va dire, joue une sorte d'amplificateur sur l'ensemble de ces relations. Ça peut les rendre vulnérables, ces relations, parce que justement, si tout le monde ne sait pas utiliser le numérique et quelque part déséquilibre finalement, hein, quand je parlais de parcours de soins, le dossier patient informatisé, où personne ne sait bien l'utiliser, il est là, ce dossier patient, il est vide. Voilà ce que je voulais en introduction. Pardon Mathieu d'avoir été un petit peu long, Non, mais je voulais repréciser cet élément-là qui a été à l'origine de la réflexion de l'ensemble des acteurs. Oui, c'était parfait. Merci beaucoup. Donc voilà, on a pu évoquer et tu as très bien fait l'évolution au long cours de ce référentiel de compétences. Du coup, je vais te laisser la parole à Catherine Avio-Bellec de la DGOS. Et donc, avant de penser sur sa future évolution, déjà à l'heure actuelle, du coup maintenant, voilà, où on en est et comment on peut penser à son intégration. Du coup, Madame Avio-Bellec, c'est à vous. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, pardon. Bien collé. Il faut le mettre près du masque. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je voulais d'abord réaffirmer un point qu'on partage tous, mais qui me paraît central, c'est que finalement, tout démarre de la formation. Et la formation des professionnels de santé, c'est vraiment un élément central de la qualité des soins pour le système de santé. Cette formation, elle évolue bien évidemment avec l'implication des équipes pédagogiques. On le sent à travers un certain nombre de ces propos. Il y a en effet des maquettes qui ne précisent pas certains éléments qu'on va rechercher et qu'on ne va pas forcément trouver, mais il y a des équipes pédagogiques qui ont transformé depuis quand même, je dirais, plusieurs années leurs enseignements pour s'appuyer bien sûr sur la révolution du numérique. Donc ça me paraît un élément important pour ne pas penser qu'on va en effet mettre quelque chose de très différent. Il s'agit de sensibiliser l'ensemble des personnes, il s'agit de rendre visibles des démarches que les équipes pédagogiques ont mises en place, les amplifier, donner une base harmonisée. Tout à l'heure, Mathieu Faure nous le rappelait, c'est aussi cette démarche qu'on est en train de poser pour que finalement on soit en harmonie, en harmonisation, je dirais, de l'ensemble des formations des professionnels de santé. Donc la DGOS travaille avec l'ensemble des acteurs sur ces sujets. On a un certain nombre de formations qui sont ciblées. Vous avez entendu le fait qu'on va donc monter en charge progressivement avec des premières formations qui sont en effet, qu'on va dire, à l'université ou universitarisé, post-bac, enseignement supérieur. Et en effet, on aura cette préoccupation de s'attaquer, entre guillemets, aussi aux autres formations, comme on le soulignait tout à l'heure. Donc finalement, c'est un véritable enjeu qui nous préoccupe à chaque fois qu'on est interrogé pour prendre en compte un certain nombre d'évolutions. Comment faire rentrer ces nouveaux sujets dans les maquettes de formation, en sachant que souvent, les équipes pédagogiques ont déjà mis un certain nombre de briques, d'éléments en place. Donc là, l'idée, c'est bien d'essayer d'utiliser une modalité simple, une modalité rapide pour avoir un véritable impact pour atteindre l'objectif qu'on a souligné depuis tout à l'heure. Donc, l'idée est donc de pouvoir intégrer ce référentiel de compétences dans les maquettes existantes à travers finalement, en effet, les différents points qui sont modifiés par l'arrivée du numérique en santé. Comme vous le soulignez, monsieur, tout à l'heure, évidemment, on ne va plus entrer en relation de la même manière avec un patient. Et pourtant, ces éléments-là, ils sont présents dans les maquettes. On ne va pas communiquer de la même manière. Et donc, ce qu'on vous propose pour monter, je dirais, en charge sur ce sujet rapidement, c'est d'utiliser un arrêté transversal, puisqu'on souhaite cibler l'ensemble des formations, et d'utiliser une méthode qu'on a utilisée et qui a plutôt
bien fonctionné dans le cadre de la volonté nationale de développer la prévention dans le cadre des formations de santé. C'est donc un modèle assez proche de ce qu'on a pu mettre en place pour le service sanitaire en santé. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous proposer un arrêté transversal qu'on va construire bien sûr avec les formations concernées. Et dans cet arrêté transversal, on va identifier un certain nombre d'unités d'enseignement et ça va vous permettre d'apporter, je dirais, les éléments du référentiel de compétences qui est donc travaillé, proposé dans le cadre du projet numérique en santé. Donc, on va se retrouver assez rapidement avec la mise en place de ces actions. Alors après, avec des montées en charge qui vont suivre, la capacité qu'auront les consortiums et la réponse AMI de dire peut-être certains démarreront en effet en 2022, en septembre 2022, d'autres en septembre 2023. Et également, on va tenir compte de ces éléments en les intégrant à fur et à mesure qu'on procède au réingénierie des formations de santé, notamment des formations paramédicales. Voilà, ce système est un système, je dirais, qui a fait ses preuves et qui va nous permettre quand même assez rapidement de trouver une solution pour intégrer ces dimensions dans les maquettes. Ensuite, progressivement, évidemment, ça pourra être fait de manière encore plus visible, voilà, sur ces éléments que je pouvais vous apporter. Parfait, merci beaucoup Madame Navio-Bellec. Bon, voilà. C'était intéressant, je pense, de faire un petit focus au-delà du référentiel sur tout simplement son opérationnalisation. Comment très concrètement, là, du coup, dès demain, il va être dans les référentiels existants et le lien que vous avez pu faire avec l'AMI qui va donc permettre, avec le financement, tout simplement de mettre en place ces modules de formation. Du coup, je laisse la place à Madame Appelschauser du CEFIEC pour nous montrer, peut-être illustrer, on va dire, notamment comment les infirmiers, du coup, entre autres, se saisissent de ce référentiel et du numérique en santé. Je vous, hop là, la zapette, c'est le bouton vert. Bonjour à tous. Alors, un petit mot pour dire ce qu'est le CEFIEC, parce que peut-être tout le monde ne le sait pas. Donc, c'est le comité d'entente des formations infirmières et cadres de santé. Donc, nous regroupons les instituts de formation en soins infirmiers, de cadres, comme je viens de le dire, mais aussi les instituts des aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture. Cela représente environ 703 instituts et donc j'assure la présidence depuis 2020 de cette association de structures. Pour poursuivre, bien sûr, nous rentrons là dans la stratégie numérique et comme Catherine vient de le souligner, c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre déjà, mais n'empêche, il y a peut-être un certain nombre d'inquiétudes et de craintes à lever parce que ce qui est nouveau fait toujours un peu peur et on connaît tous ces films de science-fiction dont on a partagé les données de santé de façon exhaustive ou alors on a robotisé les soins. Eh ben, j'espère qu'on ne va pas y rentrer tout de suite et que nous resterons quand même tous très humains dans nos formations et dans notre monde professionnel. Mais n'empêche, il faut avancer et nous sommes là pour cette raison-là. Voilà, alors pourquoi s'engager? Pourquoi pour le CEFIEC, c'est important de s'engager dans une réflexion nationale? Alors depuis 2019, le CEFIEC a intégré la nécessité de développer le numérique en santé dans les formations paramédicales. Notamment, notre idée était déjà de favoriser l'interprofessionnalité, et je sais que c'est très cher à nos étudiants en santé, quels qu'ils soient, et d'intégrer les outils connectés dans les parcours des patients. Alors, pour nous, bien sûr, c'est toujours important d'être partie prenante et force de proposition, notamment en lien avec tout ce qui transforme nos métiers. Alors, nos métiers, notre profession de base, mais aussi forcément la formation des professionnels. Et bien sûr, nous sommes aussi un nombre important, non estimable, nous en avons parlé tout à l'heure, d'infirmiers à former. Alors, des infirmiers alors à former. Quelles sont nos attentes? Alors, ça a déjà été dit par plusieurs personnes. Bien sûr, une harmonisation des outils et aussi la connaissance qu'aura chaque étudiant pour garantir son accès. Alors, quel que soit l'IFSI dans lequel il est, parce que nous savons aussi qu'il y a des IFSI en fonction du maillage territorial qui sont très proches d'universités, mais certains sont plus éloignés. Donc, c'est important que chaque étudiant professionnel de santé ait la même qualité d'enseignement.
quel que soit son niveau de connaissance au départ, parce que ça aussi, je crois que c'est important aussi que, enfin, tout le monde n'a pas la même connaissance et donc pour appréhender son nouveau métier, enfin son métier professionnel, je crois que c'est important qu'on ait tous la même culture et quel que soit évidemment le métier exercé, toujours pour cette transculturalité de nos professions. D'où l'intérêt, bien sûr, de ce socle de formation commun qui a bien sûr été, comme ça a été dit tout à l'heure, initié par tous les professionnels et médicaux et paramédicaux autour d'une même table, même si elle était virtuelle. Les objectifs principaux, alors pour nous, c'est bien sûr repenser le rôle de soignant. Alors, quels seraient nos objectifs? C'est l'amélioration de l'organisation et de la qualité des soins, favoriser le travail collaboratif, donc ville-hôpital, le parcours du patient, en fait, qui est notre finalité, et profiter de la mise en place des outils numériques aussi pour que nos professionnels de santé retrouvent le sens de leur travail. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit leur faciliter leur tâche et pas venir la compliquer, et peut-être aussi pour qu'ils aient à nouveau le temps de se poser et de faire les soins relationnels, comme bien souvent. On dit que c'est ceux-là qui pâtissent de la complexité, en tout cas des soins en ce moment. Et surtout, prévenir l'aggravation de l'inégalité de l'accès aux soins, parce qu'on sait aussi qu'on parle beaucoup de la démographie médicale, mais il y a aussi la démographie paramédicale, qui est aussi une problématique actuelle. Donc, notre intérêt, c'est toujours faciliter l'accès aux soins de nos patients. La télémédecine, le télésoin peut être une perspective. Se pose aussi la problématique de la population des personnes âgées dans les maisons de retraite. Vous connaissez tous cela. Bien sûr, le but final, c'est de centrer les soins sur le patient en tant qu'acteur participant à sa prise en charge, parce qu'avec tout ce qui est objets connectés, télésoins et télémédecine, forcément, la place du patient, elle est à revisiter également. En termes de conclusion, donc, quelles sont les évolutions de compétences que nous attendons? C'est savoir appréhender la e-santé sur les plateformes et les objets connectés. C'est des enjeux qui sont forts dans le référentiel socle. Les enjeux de l'identito-vigilance, le traitement des données personnelles et l'accès aux données, ça a été dit par monsieur tout à l'heure. La notion de secret partagé, parce que ça aussi, c'est éminemment important. Qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on peut écrire dans un dossier partagé informatisé. Les données scientifiques et les sites de référence fiables, parce que ça aussi, quand on fait de la recherche, même si c'est l'initiation à la recherche, quelle est la fiabilité des données qu'on récolte sur Internet, par exemple. Et bien sûr, la cybersécurité, parce que là aussi, on sait qu'on peut être tous vulnérables à un moment donné par rapport à ça. Et tout ça, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, peut-être au cœur d'un décret de compétences qui sera peut-être revisité un de ces jours. Voilà. Et en termes de toute conclusion, je voulais aussi vous présenter une visio de 80 secondes. Alors, elle a été présentée au Congrès international des infirmiers et elle illustre en fait ce qui s'est passé dans les instituts de formation lors de la crise Covid, premier confinement, quand il a fallu fermer les portes, et comment l'alternative du numérique par rapport à ça. Je vous remercie. Notre défi ce jour-là était que les portes ne se ferment pas pour les étudiants. En France, ce sont plus de 93 000 étudiants en soins infirmiers qui se trouvèrent du jour au lendemain confrontés à l'extinction des flux. Et pour beaucoup, rappelés en renfort dans les établissements de santé. Notre défi, au-delà de préserver la poursuite des formations théoriques, au-delà de garantir la diplomation avec équité pour tous et partout, notre défi était véritablement le bien-être des étudiants.
Notre défi était de ne pas les perdre, d'éviter les décrochages scolaires, les aider, les accompagner au quotidien dans cette épreuve. Notre challenge était d'initier chaque étudiant aux outils numériques, de repenser les formations, la pédagogie, aller plus loin dans l'alternance et l'hybridation. Ce sont 3 défis majeurs qui nous attendent. Former 100% des étudiants aux outils numériques, équiper 100% des étudiants et adapter les pays au 100% numérique. Merci beaucoup pour ce témoignage. Effectivement, c'était, je pense, important d'avoir le regard assez concret du coup d'une des professions qui est représentée, et puis notamment là, par ce témoignage vidéo, de voir comment, et on le sait bien en fait, du coup, l'actualité nous le répète tous les jours, ce sujet du numérique en santé est ô combien primordial. Pour finir cette table ronde, je vais laisser du coup Élisa Régnier prendre la parole. Et ça nous paraissait vraiment du coup important de faire participer les étudiants, parce que, bien entendu, de façon très concrète, c'est quasiment les premiers concernés par cette AMI, parce que du coup, ils vont avoir ces enseignements-là du coup d'ici peu, mais les étudiants, en fait, et en particulier les étudiants du coup, en pharmacie, ont anticipé tous ces travaux-là, et donc ça fait quelques années qu'ils y réfléchissent. Et voilà, c'était important pour nous aussi de le souligner. On s'est inspiré du coup de leurs travaux, ils ont pu participer à là, et donc ils puissent nous montrer quelle est leur vision et comment ils s'intègrent du coup dans ce travail-là. Lisa Régnier, du coup, en fait, c'est à vous. Merci Mathieu. Alors, du coup, quelques chiffres pour commencer. C'est vrai qu'à l'ANEP, l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France, ça fait 3 ans déjà qu'on s'investit dans le numérique et qu'on a un poste entièrement dédié à ça dans notre bureau pour traiter les différents sujets qui l'entourent. Et avant tout ça, en juin 2018, on avait créé un baromètre pour un peu recenser l'avis des étudiants sur le numérique. Donc, on avait eu 569 réponses d'étudiants dans toutes les facultés de France qui nous montraient susciter quand même un important intérêt pour le numérique, de 76% de réponses, et on avait également 78% d'entre eux qui dénonçaient justement le manque de formation au numérique dans nos formations pharmaceutiques. Donc, suite à ça, pour réagir, on a élaboré plusieurs contributions afin d'avoir des propositions concrètes sur le numérique en santé et sur la formation, et pouvoir les porter plus largement, comme on l'a fait auprès de la DNS par la suite. La première, ça a été de rédiger une maquette e-santé dans la formation initiale, donc qui ne concernait pas seulement les étudiants en pharmacie, mais toutes les filières de santé. Et on a été un petit peu plus loin en créant une contribution très complète autour du numérique dans les études de pharmacie. Donc voilà, la plupart de nos propositions ont été résumées au final dans le référentiel de compétences. C'était vraiment d'avoir des modules communs d'initiation au numérique en santé dès les premières années de pharmacie, et d'avoir aussi également des lieux d'approfondissement optionnels, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui pourront être mises en place plus tard dans les facultés, une fois que le référentiel socle et transversal déjà sera adapté. Il y avait également d'autres propositions dans notre contribution, un peu au-delà du coup du référentiel, mais c'est vraiment du coup d'ouvrir des offres de stage dans les milieux hospitaliers et industriels pour sensibiliser les étudiants à ce domaine, et également du coup de créer des masters et des diplômes universitaires spécialisés en e-santé, afin d'avoir vraiment des pharmaciens compétents et experts du numérique en santé plus tard. Du coup, suite à ça, on a pu intégrer le groupe de travail de l'ADNS sur la formation, et y porter justement, comme le disait Mathieu, nos contributions, nos idées, nos propositions. Et je remercie beaucoup Mathieu pour ça, parce qu'on a vraiment été hyper écoutés, et ça fait plaisir de voir certaines de nos propositions dans ce référentiel de compétences qui est très bien fourni et qu'on a vu évoluer ces derniers mois, auquel on a pu participer, faire des retours, donner nos avis avec l'ensemble du groupe de travail qui a été vraiment bien écouté. Chacun y a apporté du sien suite au questionnaire qu'on avait à remplir à chaque fois. Et c'est vrai qu'on a hâte de voir dans nos formations arriver ces modules de formation. Pour ce qui est de la pharmacie, un groupe de travail a été créé au sein des différentes facultés, avec des doyens, des enseignants qui enseignent déjà du numérique plus ou moins. Et voilà, c'est en cours. Je pense qu'on peut dire que la machine est lancée avec l'AMI, avec le référentiel de compétences, et que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, on sera vraiment prêt à recevoir ces formations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les étudiants en pharmacie, et je peux parler plus largement, je pense, pour l'ensemble des étudiants
en santé ont compris les enjeux et savent que le numérique est essentiel. Enfin, si on prend le pharmacien d'officine, dans sa pharmacie, il ne peut clairement pas exercer sans le numérique et les outils qui l'entourent. Donc, il faut évoluer avec notre temps et avec les outils. Et pour ça, on a besoin de commencer par des bases concrètes sur le numérique avec tout ça. Donc, un grand merci à tous les acteurs qui sont mobilisés pour nous, pour nous apprendre tout ça. Merci beaucoup. Voilà, ce qui du coup termine cette table ronde. On a quelques questions qu'on va vous poser directement. Je me permets deux éléments du coup avant les questions. Donc, premièrement, ce référentiel de compétences là, il est vraiment en cours de finalisation pour quand même appuyer, aiguiller en tout cas les universités, les établissements qui vont répondre à l'AMI. Donc, vous l'avez, il y a une version du coup de travail qui a été mise en annexe. Voilà, sachez que la version définitive, qui in fine ressemble quand même très fortement à ce que vous avez, mais va un petit peu plus loin, précise quelques éléments, va vous être transmis très rapidement. Dans tous les cas, il n'est pas demandé aux établissements qui répondent dès le 27 de proposer l'ensemble, dès le 24 février, pardon, de proposer l'ensemble du coup des modules de formation. Bien entendu, hein, vous allez avoir tout le temps derrière du coup pour les construire, mais vous allez avoir le référentiel de compétences qui va vous être fourni pour réfléchir en amont à cela. Et deuxièmement, voilà, petite précision, même si la DNS y a beaucoup participé, c'est un groupe de travail conjoint mené du coup en fait avec la DGOS et la DGSIP côté Mestri. Voilà, merci beaucoup.